On nous apprend à fuir certains systèmes politiques. Mais l'histoire nous montre que le même système peut produire des résultats complètement opposés. Et c'est là que le problème commence. Lui, c'est Lee Kuan Yew, le premier ministre singapourien. Nous sommes le 9 août 1965. Là, il est en train de faire une conférence de presse. Mais regarde ce qui s'est passé. Il vient de pleurer. Il vient de pleurer là. Et Singapour, le pays qu'il dirigeait, venait d'être chassé de la Malaisie et il devient indépendant du jour au lendemain. Mais c'est pas ça le problème. Une grande partie d'eau venait de la Malaisie. 90% de la nourriture venait aussi de la Malaisie. Le Singapour est un pays surpeuplé, infecté des bidonvilles. 75% de familles vivaient dans des cabanes, sans eau, sans électricité, sans toilettes. Elles préparaient qu'avec du charbon. La moitié de la population ne savait ni lire, ni écrire. Les guerres ethniques s'éclataient sans relâche entre le Malais, les Chinois et les Indiens. Parfois on retrouvait des corps dans les caniveaux. La prostitution se faisait en pleine journée. Les drogues se vendaient comme du sucre dans un marché. Les gangs contrôlaient le quartier. Il n'y avait aucune armée, aucune sécurité. La police recevait des pots de vin pour laisser les prostituées et les criminels faire leur boulot en pleine journée. Ce qui est encore pire, c'est que le Singapour n'a aucune ressource naturelle. Il n'a pas de pétrole, pas de diamants, pas de coltan. Et c'est ça le pays que Lee doit diriger. Après avoir pleuré en sortant de cette conférence, il était devenu une autre personne. Il ne dirigeait pas seulement un pays, mais il courait derrière les temps. En moins d'un mois, il décide alors de demander l'adhésion de son pays aux Nations Unies. L'adhésion a été acceptée. Il demande alors aux Américains et aux Britanniques de sécuriser son pays pendant qu'il est en train de les construire. Ils ont refusé. Alors il a compris que personne ne mourra pour son pays. Il coopère en secret avec l'Israël et l'Inde et il a envoyé des centaines de jeunes dans le but de faire des formations militaires. Il faisait les tours de pays sans relâche. Il voyageait beaucoup. Il apprenait beaucoup. Il lisait beaucoup. Il ne mangeait pas assez. Il ne dormait pas assez. Son corps commençait à lâcher. Épuisement nerveux. Stress extrême. Son médecin le prescrivait des tranquillisants. Mais il disait que si se trompe, le pays peut disparaître en quelques jours. Et bien là, il a pris une décision la plus risquée de toute sa carrière. Pour résoudre les problèmes ethniques, il décide alors de choisir 4 langues nationales. Les Chinois, le Malais, les Tamouls et l'anglais. Il impose que tous les Singapouriens doivent apprendre l'anglais, sans exception. Et dans chaque quartier, il y a un quota ethnique. Un groupe ethnique ne peut pas dépasser un autre dans un quartier. La presse était contrôlée. La religion aussi était contrôlée. Toute tentative de propager des messages haineux en utilisant la foi est interdite. Les opposants étaient incarcérés. Les gangs étaient emprisonnés, sans procès. Les vendeurs de drogue étaient pendus, sans discussion. Vous crachez par terre, vous allez en prison. Vous mâchez un chewing-gum, vous allez en prison. Oui, vous allez en prison. On vous attrape dans une affaire liée à la corruption. Vous allez en prison. Qui que vous soyez, même si vous êtes un membre de sa famille, un ami ou bien un collègue, vous allez en prison sans discussion. Les ministres du développement national, son collègue des hauts rangs, un membre important de son parti, a été soupçonné d'avoir accepté un pot de vin d'environ 1 million de dollars. Avant son arrêt, il a avalé des pilules et il s'est suicidé. Quelle était la réaction d'Eddie? Je suis désolé qu'il part si tôt. Je ne pouvais pas le protéger. Si je le protège, beaucoup de personnes commenceront à faire la même chose. En moins de 15 ans, un pays qui n'avait aucune armée avait maintenant sa propre armée. Les gens quittaient des bidonvilles pour aller s'installer dans les logements sociaux. Et Singapour est devenu l'un des pays les plus propres du monde. Si propre que Londres. Très sûr que New York. Mais non, je sais que tu te poses une question.
comment il a développé un pays sans ressources? Où est-ce qu'il avait trouvé de l'argent? Est-ce que c'était un pion des Américains? Est-ce qu'il avait embauché un marabout venant de l'Afrique pour multiplier de l'argent en Singapour? Lee Kuan Yew avait compris une chose que peu de gens voient. Un pays n'est pas riche par ce qu'il a sous son sol, mais il est riche par ce qu'il a dans sa tête. Et il disait souvent, la seule ressource de son pays, c'est sa population. Alors il a pris une décision radicale. Il ne va pas chercher la richesse ailleurs, mais il va plutôt fabriquer des cerveaux utiles. Il décide alors de former des entrepreneurs disciplinés, des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, pas pour rêver, mais pour servir des entreprises étrangères. Il a décidé de rendre le Singapour un pays où l'État respecte les contrats, où la corruption peut détruire ta carrière, où les règles sont identiques pour tous. Et le monde fait exactement ce qu'il fait. Lorsqu'un pays devient stable, il vient. Le port de Singapour est l'un des plus actifs de la planète. C'est un carrefour entre les exportations asiatiques et le marché occidental. Le Singapour est à la fois un centre financier, un hub technologique et industriel avancé. On y trouve des entreprises américaines, japonaises, chinoises, britanniques. Un pays sans ressources est devenu les pôles intellectuels et financiers. Lee Kuan Yew est décédé en 2015, à l'âge de 91 ans. Tu sais, il y a une question qu'on doit se poser. Si Lee Kuan Yew est arrivé à transformer un pays en moins de 15 ans, mais pourquoi beaucoup de dirigeants, surtout des dirigeants africains, n'y arrivent pas, même après 20 ans au pouvoir? Ce n'est pas une attaque, c'est juste un constat. Ce n'est pas que le président ne veut pas changer les choses, mais il est juste coincé dans un système qu'il avale. D'abord, il doit rendre des comptes à des personnes qu'on ne voit même pas, des personnes plus puissantes que lui. Un faux pas, il peut disparaître en une nuit. Donc la priorité n'est pas de construire, mais plutôt de survivre. De l'autre côté, il y a les clans, parce que dans beaucoup de pays, tu n'arrives pas au pouvoir seul. Tu es soutenu par un groupe de gens, financé par eux. Tu veux changer les choses, tu deviens un ennemi. Et pour ne pas être isolé, tu acceptes de coopérer. Tu entres un pas dans la corruption et un autre, et tu n'as aucun choix. Tu finis par protéger ceux qui te protègent. Et pendant que tu passes ton temps à protéger ton fauteuil, les pays n'avancent pas. C'est pourquoi beaucoup de dirigeants africains détestent le modèle Singapour. Parce que il montre qu'un président qui n'est pas coincé dans un système peut transformer un pays en peu de temps. C'est pourquoi j'aimerais qu'on comprenne que la dictature n'est pas un problème. Le problème c'est lui qui tient les volants. Crois-tu qu'il y a des pays africains qui changeront que grâce à la dictature? J'aimerais vous lire un commentaire.